Engagé s'est allé à la rencontre de l'inconnu. Un inconnu parfois beaucoup plus terrifiant que les plats exotiques et les coutumes étranges. Car qui sait ce qui se cache le long de la route? Le voyage, c'est la route, la voiture et parfois des accidents tragiques. Comme celui décrit dans une légende qui a circulé sur le web en 2002. Une femme roulait avec ses 2 jeunes garçons quand un chauffeur a embouti sa voiture. Quand elle est revenue à elle, elle a constaté que ses enfants étaient hors de danger dans une voiture de police. Mais les policiers cherchent toujours qui a bien pu sortir les enfants de leur mauvaise posture, car ce ne sont pas eux. Un mystère semblable plane aussi sur le site d'un autre accident. C'est passé un après-midi sur une route très isolée où il ne passe qu'une voiture à l'heure. Une route pas très agréable d'ailleurs, avec plein de courbes et d'angles morts. Pas surprenant que les gens du coin évitent d'y passer. Il n'y a que des touristes pour s'y aventurer. C'est justement un couple de touristes qui s'est ramassé sur ce chemin-là, sans savoir ce qui les attendait. Ils roulaient lentement pour ne pas manquer les indications quand, soudainement, juste après une courbe, il voit arriver une femme tout ensanglantée. Le gars freine brusquement. Il sort pour aider la femme blessée pour voir ce qui s'est passé. Elle semble sous le choc, incapable de parler. Tu as vu un accident, c'est ça? Elle parvient à pointer en direction d'une voiture accidentée en bordure de la route. Il dit à sa femme de rester avec la blessée pendant qu'il se rend voir s'il y a d'autres victimes. Le gars arrive à la hauteur de la voiture accidentée. Il voit bien que la conductrice est en très mauvaise posture. Il prend son pouls. Elle est bien morte. Sur la banquette arrière, il aperçoit un bébé. Il ouvre la portière pour le dégager de là et le ramener à la femme blessée. Il y a des chances que ce soit son enfant à elle et non pas celui de la conductrice décédée. Mais quand il arrive à sa voiture, la blessée a disparu. Sa femme est toute étonnée qu'il ne l'ait pas croisée. Elle l'a pourtant suivi jusqu'au site de l'accident. Il laisse donc le bébé à sa femme et retourne sur ses pas, où une autre surprise l'attendait. La femme blessée est bel et bien là, assise, inconsciente, derrière le volant. Il finit par comprendre qu'il n'y a toujours eu qu'une seule femme. La femme aux vêtements ensanglantés croisée sur la route est en fait la conductrice morte, qui s'est assurée, avant de le quitter pour toujours, que des secours viendraient pour son enfant. Et avec l'accident de voiture, on a affaire ici à des apparitions de proches. Une version similaire à celle qu'on présente à l'émission, c'est une femme qui conduit sa voiture avec les 2 enfants en arrière, qui va faire un accident. Lorsqu'elle va se réveiller, parce que l'impact est fort, elle va réaliser que l'arrière de sa voiture est une perte totale et que ses enfants ont disparu. Donc, paniquée, elle va sortir ensanglantée de la voiture, chercher ses enfants. Elle va tomber sur une voiture de policiers qui ont déjà les enfants sur la banquette arrière. Les policiers vont lui raconter que c'était un homme qui est apparu comme ça sans raison, qui s'est sorti du bois avec les enfants dans les bras, puis qui lui ont annoncé qu'il y avait une femme qui avait fait un accident plus loin, puis d'aller l'aider. Les policiers vont finir par comprendre qu'il s'agissait du mari de la femme qui était revenu d'entre les morts pour sauver ses enfants. Cette histoire-là est quand même pas rare. Elle est assez bien répertoriée aussi.
Je me rappellerai d'une ambulancière qui disait qu'il faisait une intervention de réanimation sur place. Donc, pendant qu'il était en train de faire les manœuvres, sentait très bien une personne derrière son épaule et sans nécessairement connaître la personne à laquelle il est en train de réanimer, savait très bien que c'était son âme qui était derrière son épaule. Elle se sentait vraiment comme touchée, appuyée. Et la personne est décédée. Donc, oui, il y a des gens ils ont la capacité de percevoir ces fréquences-là. Je crois sincèrement en la persistance de l'âme après la mort. Il y a quelque chose qui persiste après la mort, une quantité. Il y en a qui disent que c'est 21 grammes qu'on perd lors de la mort. C'est quoi ce 21 grammes-là? Est-ce que c'est vraiment une quantité d'énergie? Moi, sincèrement, je crois qu'il y a quelque chose qui persiste puis qui peut contacter les vivants. Étant donné qu'elle était en état de panique lors de sa mort, sa fréquence vibratoire était beaucoup plus perceptible par les humains, par les personnes qui sont vivantes. Et quand il y a eu l'intervention de l'homme vis-à-vis son jeune enfant, elle a été rassurée, probablement, et là, sa fréquence a changé. Donc, la raison pour laquelle les gens n'étaient plus capables de l'apercevoir. Je connais une variante aussi à cette légende-là, qui est un médecin. Il est tranquille chez eux le soir, et tout d'un coup, toc, 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 elle apporte des coups nerveux. Il va répondre. C'est une petite fille, environ 9 ans. « Ah, monsieur, venez, s'il vous plaît. Ma mère est malade, puis elle va mourir si vous venez pas. » « Oh, désolé, petite fille, mais tu sais, moi, je fais jamais de visite à domicile. »« Non, mais s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, ayez du cœur. Elle va mourir, là, je vous l'ai dit. » Bon, OK. Le médecin suit la petite fille jusque chez elle et, bon, rencontre la mère, la soigne et il dit à la mère heureusement que votre fille est venue cogner chez moi, là. Ma fille est morte il y a quelques années. » Et elle lui montre une photo. Et le médecin reconnaît la petite fille qui est venue cogner à sa porte. Les proches aussi vont apparaître durant des moments qu'on appelle les apparitions de crise, donc des apparitions causées par des suicides, des meurtres ou des accidents violents. Les cas les plus connus ou les plus rapportés sont par exemple des soldats qui sont en train de se battre à l'étranger, qui vont apparaître dans leur famille pour annoncer qu'ils sont en train de mourir. Au 17, 18, 19e siècle, on parlait de capitaine de bateau, au moment où le bateau sombrait. Le capitaine n'était pas encore mort, mais on pouvait voir son double dans sa famille en train d'annoncer qu'il allait mourir. Un autre moyen de transport utilisé par les voyageurs, c'est bien sûr l'avion. Et comme on prend jamais place à bord d'un avion sans au moins une toute petite arrière-pensée, les légendes qui se passent dans le ciel abondent. Comme celle-ci que nous a fait parvenir Audrey Hurens de Québec. Un soir d'orage, malgré les recommandations de son entourage, un pilote d'avion insistait pour rentrer à Québec. Arrivé au-dessus du lac Simon, il a perdu le contrôle de son appareil qui a sombré dans le lac. En 2007, on a retrouvé l'avion et on l'a extrait des eaux, avec à son bord le squelette du pilote. Pourtant, les gens de la région racontent qu'ils aperçoivent encore, les soirs d'orage, la carcasse de l'avion et le squelette du pilote au fond du lac. Je suis persuadé que dans 50 ans d'ici, on va encore raconter qu'il y a des fantômes au-dessus du lac Simon. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au-dessus du lac Michigan, où on raconte qu'il y a des avions fantômes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, le lac Michigan servait de base d'essai pour faire des exercices militaires, pour faire apprendre aux pilotes à atterrir sur des porte-avions. Donc, il y a eu plusieurs accidents, dont des accidents mortels. On a oublié ce fait historique, mais on est resté avec l'idée qu'au-dessus du lac Michigan, on peut voir des fantômes d'avions. Après la pause, une route qu'il vaudrait mieux ne jamais emprunter. Pas besoin d'un accident, d'une mort mystérieuse ou d'un sauvetage miraculeux pour partir une bonne légende urbaine. Parfois, il suffit de croiser une voiture fantôme, comme ce que racontent plusieurs voyageurs qui arpentent le Midwest américain. Ils affirment avoir aperçu dans leur rétroviseur une voiture noire, sortie de nulle part, qui les rattrapait en un rien de temps, les forçant à accélérer et parfois même à déraper. De nombreux conducteurs se tassaient sur le bord de la route pour la laisser passer,
Mais la voiture disparaissait soudainement. Hallucination du désert ou présence maléfique? En tout cas, dans ce coin perdu de l'Utah, on croit que le diable se promène en voiture noire et qu'il vaut mieux ne pas le croiser. Ici, on a une légende qui date de 1930, qui est associée à la route 666. Donc, on raconte que c'est le diable carrément qui se promène en voiture dans une vieille rooster noire à l'intérieur rouge, avec les flammes crachées par le pot d'échappement. Donc, souvent, on parle d'un homme en habit, mais le plus souvent, on raconte que la voiture est sans conducteur, puis que son fun, c'est d'écraser les gens qui longent la voie. Ou il y a encore aussi les coyotes. Ça, c'est en territoire Navajo. On parle de coyotes ou d'une meute de coyotes qui se jettent devant votre véhicule pour vous faire prendre le décor. Si vous êtes assez intelligent pour vous dire je veux peut-être quitter la route 666 et m'enfoncer dans le désert, mais vous n'êtes pas sorti encore de vos problèmes parce qu'il y a les chiens de l'enfer. Donc, depuis les années 70, on raconte qu'il y a des chiens en feu qui s'attaquent aux gens qui osent camper le long de la voie 666 dans le désert. On raconte, par exemple, que des moteurs ou des restes de moteurs, plutôt, ont été retrouvés dans le désert, donc déchiquetés et consumés en combustion. Donc, on devait plutôt avoir affaire à un règlement de compte entre motards, mais des gens qui ont raconté que c'était les chiens de l'enfer. Les sceptiques diront que tous ces conducteurs qui ont aperçu une voiture fantôme, c'est le fruit du hasard. Pourtant, le hasard n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à ces deux amis partis pour le road trip de leur vie. Partir sans but précis, avec seulement une carte, une voiture et un compagnon de route, c'est l'expérience que deux gars de Québec voulaient vivre avant d'entrer à l'université. Ce serait le voyage de leur vie. Ils se doutaient pas à quel point. Ils étaient partis faire un road trip aux États-Unis. Ils parcouraient les routes depuis quelques semaines déjà. Le voyage tirait à sa fin et ils avaient prévu de s'arrêter dans un motel pour se reposer avant d'entreprendre le long chemin du retour prévu pour le lendemain. Un des gars, celui chargé de suivre la carte routière, commençait à douter qu'il trouverait un motel avant la nuit. Le conducteur, qui commençait à être assez fatigué, propose qu'il s'arrête pour camper sur le bord de la route. Il repartirait très tôt le lendemain matin. Ils installent donc leur tente juste assez loin de la route pour pas entendre le bruit des voitures. À des centaines de kilomètres de là, un conducteur de camion est sur le point de partir pour une livraison devant être faite pour le lendemain matin. Il conduira donc toute la nuit. Il décide d'emprunter une route qu'il n'avait jamais prise avant et qui devrait lui sauver bien du temps. Mais personne ne saura jamais pourquoi. Après plusieurs heures de route, sans embûche, le camion s'est mis à tirer vers la droite, provoquant une sortie de route fatale. Au début, on pensera que la fatigue ou la vitesse sont en cause, mais le camionneur était tout à fait en état de conduire. L'inspection mécanique prouvera que la direction du camion s'est subitement brisée, expliquant pourquoi le camionneur a perdu le contrôle et n'a pas pu éviter une tente plantée en bordure de la route. Lors de l'enquête, le mécano de la compagnie de transport affirmera pourtant que tout était en règle la veille de l'accident. Cet événement se serait déroulé en 2002 sur la route 491. Mais cette route n'a pas toujours porté ce numéro. Elle est surtout connue sous son ancienne appellation qui attire encore des adeptes de rituels sataniques. La route 491 a longtemps été la route 666. Donc, la route maudite, ou la route 666, ou l'autoroute du diable, en fait, prend son nom à partir de 1926. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la route est réellement dangereuse, surtout dans le secteur du Nouveau-Mexique, le territoire Navajo, où la route est très sinueuse, surtout pas du tout entretenue par l'État. Donc, on a une route dangereuse réellement, pour qu'on finisse par croire que la route était maudite. Aussi au Québec, on a la 138, si je ne me trompe pas, sur la Côte-Nord, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accidents à un même endroit qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, on a notre route 666 au Québec. Il y a aussi, à l'étape, dans le chemin des Laurentides, la route des Laurentides qui mène dans le parc,
On a répertorié aussi beaucoup de phénomènes paranormaux. Des gens rapportent avoir vu des âmes errantes rentrant en communication avec eux. Ce qui attire mon attention, c'est l'inspection mécanique. OK? Bon, par expérience, j'ai déjà été camionneur. Puis, je sais très bien que les pièces de direction sont un élément majeur dans l'inspection. Donc, dans l'histoire, on raconte bien que la veille, il y avait eu une inspection d'un mécanicien, donc qui est tout à fait qualifié pour vérifier la direction et toutes les pièces majeures. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avant de partir, le camionneur doit aussi faire son inspection. Donc, en peu de temps, on a 2 inspections qui ont été faites de 2 personnes différentes. Donc, le bris mécanique est très peu probable dans cette histoire-là. Cette route-là est associée à des rites sataniques. Plusieurs personnes versaient du sang animal pour ouvrir un vortex d'énergie négative pour attirer ces mauvaises entités-là et par-delà même attirer le malheur sur cette route-là, les décès accidentels, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, le décès des gens à l'endroit exact du vortex a servi d'offrande? Mon côté sceptique me dit que c'est difficile à croire. Si cette route-là avait jamais eu le numéro 666, est-ce qu'on aurait eu la même connotation négative? Est-ce que si la route avait tout le temps été la 271, est-ce qu'on aurait associé quelque chose de maléfique? Est-ce que les partisans de la numérologie auraient trouvé une signification quelconque à ce chiffre-là? La route 666 va faire partie des 15 routes les plus dangereuses des États-Unis jusqu'en 2003, au moment où on va changer le nom de la route pour la 491. On va faire ça en grande pompe avec le prêtre et même le chaman amérindien pour bénir la route. Le but, c'est pas tant de conjurer le sort que faire un coup médiatique pour bien faire comprendre aux Américains que la route a changé de nom, parce que c'était pas tant les satanistes que la route 666 attirait, mais les touristes qui venaient arracher des plaques pour s'en faire des souvenirs. Donc, à 250 $ la plaque, ça coûtait très cher à l'État, d'autant qu'ils n'avaient même pas investi sur la route. Donc, le mieux était de remplacer le nom 666 par 491, ce qui n'a pas plu aux gens de l'endroit, étant donné que c'était un attrait touristique qui attirait des gens. Et au moment où c'est devenu la 491, il y a eu beaucoup moins de monde sur la route. Cette légende-là aussi me fait penser à plein de cas. Par exemple, le conducteur de nuit, bon, il est seul dans son char, apparemment. Parce que tout d'un coup, il regarde dans son rétroviseur, il y a quelqu'un d'assis, tu sais. C'est parce qu'on est sur une route là, qu'on n'aurait jamais dû passer, ou c'est qui ce passager-là? Et quand il regarde, il se détourne, ah non, il n'y a personne finalement. Tu sais, mais peut-être ça peut lui faire prendre un accident, tu sais. On sait jamais, peut-être c'est ça qui est arrivé avec le fameux camionneur, même si l'histoire dit autre chose. Il y a aussi des cas où est-ce qu'il y a des conducteurs qui se réveillent subitement et qui ont parcouru comme ça, 10, 15, même 20 km sans s'en apercevoir. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est où est-ce que leur voiture a vraiment roulé pendant ce temps-là? Est-ce qu'ils sont vraiment restés sur la route ou ils n'étaient pas ailleurs? C'est souvent cet ailleurs-là qui fait peur. T'as-tu déjà entendu parler de ça, les gens qui s'enflamment spontanément en faisant le plein? Ils prennent en feu d'un coup, puis on retrouve rien d'eux autres à part un tas de cendres. Les scientifiques disent que ce serait l'énergie statique qui provoquerait le feu. La personne se frotte sur le dessus de son siège, elle sort de son véhicule pleine de statique, puis le contact avec les émanations de gaz suffit à l'enflammer. Mais c'est une théorie qui est contestée par les adeptes de paranormal. Surtout parce que dans la plupart des cas, ce que les gens avaient dans les poches n'a pas brûlé. C'est seulement le corps qui est attaqué. Comme si c'est lui qui était visé. Il y a aussi que la plupart des victimes de combustion instantanée sont des femmes, avec un penchant pour l'alcool. Ce serait donc un genre de châtiment divin. Ça tient la route. L'alcool, c'est inflammable. Puis la femme, c'est l'instrument du diable dans la Bible.
retour, un train pas si fantôme que ça. Un moyen de transport de moins en moins populaire, semble-t-il, c'est le train. En fait, les trains, il y en a tellement peu qu'on traverse les passages à niveau sans trop ralentir. Mais un accident est si vite arrivé. 2 enfants jouaient sur une voie ferrée, comme on l'a tous déjà fait. Mais comme il y avait de moins en moins de trains, c'était pas vraiment dangereux. Mais ce jour-là, un train, il y en aurait bel et bien un, dont l'arrivée était prévue plus tard en soir. Comme les 2 frères se trouvaient pas trop loin du passage à niveau, la cloche indiquant qu'un train approche les avertirait à temps et ils pourraient dégager la voie. La nuit est tombée et il était maintenant l'heure de rentrer à la maison. Le plus jeune des 2 frères s'amusait à sauter sur les rails quand il s'est coincé le pied entre 2 traverses. Le plus vieux avait déjà pris pas mal d'avance et ça lui disait plus ou moins de rebrousser chemin. Mais quelque chose a attiré son attention, comme un bruit sourd et lointain. Et plus ça se rapprochait, plus il comprenait qu'un train allait foncer sur eux autres. La cloche du passage à niveau s'est mise à sonner. Plus de doute! Il a crié à son frère de se dépêcher, mais le petit n'arrivait pas à se dégager. Rien à faire. Un nœud dans ses lacets l'empêchait de retirer sa chaussure. Il tirait sur sa jambe de toutes ses forces, mais rien bougeait. Son grand frère s'est mis à courir, mais il s'est pas rendu à temps. Le train est passé à toute vitesse devant lui sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Quand il a rouvert les yeux, il a vu son petit frère de l'autre côté du chemin de fer. Il manquait une chaussure, écrasée sous les rails, mais lui était sain et sauf. Les 2 jeunes n'ont pas cherché à comprendre ce qui s'était passé. Ils voulaient seulement rentrer le plus vite possible à la maison. Ils n'ont pas remarqué les mouches à feu qui virevoltaient au-dessus des rails, ni la chaussure qui était parfaitement délacée alors que le garçon n'était pas parvenu à l'enlever. Ils n'ont pas plus remarqué l'enfant qui se faufilait dans le boisé en les regardant s'éloigner. Les lucioles l'ont suivi dans la forêt, d'où il ne ressortirait que si un autre enfant, comme lui quelques années avant, était mal pris alors qu'un train fonçait sur lui. Une des histoires classiques entre fantôme et train est celle de la reine Victoria. Donc, on raconte que la reine Victoria, qui était à bord d'un train et sur le point de prendre un pont qui s'était écroulé, a réussi à être sauvée parce que le conducteur, au moment où il allait prendre le pont, a vu des ailes dans le brouillard, des ailes d'ange. Donc, il a décidé de stopper le train, d'aller vérifier, d'en avoir le cœur net, puis il a découvert qu'effectivement, le pont était écroulé, puis s'il l'avait pris, ils seraient tous morts. Il va découvrir aussi plus tard que les ailes en question qu'il avait vues dans le brouillard, c'était un papillon de nuit qui frappait dans la lanterne du train. Donc, c'était finalement la projection des ailes du papillon dans la lanterne qu'avait vu le conducteur. Donc, on a cru à une intervention des anges pour sauver la reine Victoria. Cette histoire-là me semble aussi très plausible. On peut constater qu'il semble y avoir eu 2 interventions. Celle des mouches à feu, des lucioles, qu'on pourrait probablement aussi interpréter comme étant une intervention angélique. Et on rapporte aussi l'intervention d'une âme qui semblerait se sauver vers le bois. Pour moi, c'est une ou l'autre des interventions qui est possible. Les 2 ensemble est peu probable. Il peut y avoir une intervention d'une âme errante, que j'appelle une âme qui a été prise sur le plan terrestre, qui a probablement été, elle aussi, frappée à une époque ou à une autre. Puis, quand elle constate qu'il y a des gens qui sont en danger, intervient pour pouvoir les sortir du pétrin. J'ai entendu beaucoup d'histoires et même des témoignages de gens dans des endroits hantés, des anciens hôpitaux, des anciennes prisons, qui ont vraiment été poussés contre le mur par une force invisible. J'ai entendu parler beaucoup d'histoires de gens qui ont été protégés
une main qui a été appuyée au bon moment sur eux. Ils ont été touchés, ils ont senti quelque chose. Même il y en a qui ont vu une apparition qui les a fait figer. Ils n'ont pas marché dans la rue au moment où il y avait un autobus qui passait, des choses du genre. Je crois sincèrement que c'est possible qu'une force invisible puisse affecter le monde des vivants, le monde physique. Les fantômes et les trains, étrangement, font beau ménage. Il y a des milliers d'histoires de fantômes qui sont liées à des voies ferrées. Au Japon, il y en a une qu'on appelle Teke Teke. Il s'agit d'une jeune fille qui se suicide en se jetant devant un train, puis l'impact est assez fort pour la couper en deux. Donc, on raconte que le fantôme de la jeune fille, évidemment la partie du haut, hante la voie ferrée. Donc, son fun, c'est elle se traîne avec ses bras, d'où son nom, Teke Teke. C'est le tac-tac des bras au sol. Elle laisse une grosse coulisse de sang derrière elle. Son fun est d'attraper les chevilles des gens sur les quais pour les ramener vers le train pour qu'ils meurent. Donc, on peut s'imaginer un fantôme avec des gros bras. Moi, cette légende-là me fait penser à un livre que j'avais lu quand j'étais adolescent et que j'avais adoré au point où est-ce que je m'en souviens encore des années plus tard. Ça s'appelle Train fantôme d'un auteur anglais qui s'appelle Stephen Laws. Et ce qui est intéressant dans son roman, Train fantôme, c'est que c'est un homme qui, depuis sa jeunesse, toutes les nuits, se rend tel un somnambule à la gare près de chez lui. Mais il sait pas pourquoi. Il n'y a aucun train qui passe là, précisément à cette heure-là. Là. Mais il se rend là. Et quand le livre commence, on se dit, bon, ben, éventuellement, il va monter, il va sûrement avoir un train. Et effectivement, le train finit par arriver au fil des chapitres et c'est un train fantôme. Donc, je raconte pas la suite, bien entendu, pour tous ceux qui voudraient, qui sont curieux et qui voudraient le lire. Mais ça me fait penser à ça. J'adore l'imaginaire des rails qui vont au loin. On sait pas qu'est-ce qu'il y a au bout. En effet, une des pires tragédies ferroviaires a eu lieu à Salt Lake City en 1938. Un autobus scolaire rempli d'enfants est malheureusement tombé en panne sur le chemin de fer qui traversait la ville. Alors, il y a un train qui a englouti l'autobus, tuant tous les passagers. Il paraît que de nos jours, plusieurs adolescents en manque de sensations fortes se rendraient sur les lieux de l'accident et mobiliseraient leur véhicule sur les rails dans le but de démarrer là, juste avant que le train passe. Mais on raconte que leur voiture se mettrait à avancer toute seule jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité loin des rails. Des témoins auraient même vu des traces de mains d'enfants dans la poussière accumulée sur la carrosserie. Bon, ce soir-là, il savait pas qu'il était tombé. Non? Donc, les cas où les voitures sont poussées miraculeusement au-delà de la voie ferrée, ça a été expliqué dans une autre émission américaine qui s'appelle Fact or Fake, Paranormal Files. C'est une émission qui est dirigée par un ancien agent du FBI. Et ils ont analysé la route. Ils ont vu, avec des lasers, qu'il y avait un petit dénivelé. Et à cause de la position des arbres le long de la route, notre cerveau ne voit pas nécessairement cette pente-là dans le sens qu'elle est. C'est comme la côte magnétique à Moncton, au Nouveau-Brunswick. On lâche le frein et on est sûr qu'on monte la côte. Et ce qui se passe, c'est qu'on descend la côte. Mais les arbres sont positionnés d'une certaine façon que notre esprit est certain que c'est une côte montante et non pas descendante. Il y a aussi la légende de la veuve Anne. Donc, Anne est la femme du contrôleur du train. Donc, c'est le gars qui est censé faire l'aiguillage pour faire en sorte que les trains n'aient pas de collision. L'homme en question, une journée de travail, va faire un mauvais pas, puis il va être frappé par un train. Donc, on va demander à sa femme, Anne, de remplacer son mari, étant donné
qu'elle connaît bien ce que son mari faisait. Donc, on est en plein Far West. La femme travaille durant 1 an, jusqu'à la nuit de l'anniversaire de la mort de son mari, où elle a l'impression de voir une forme vaporeuse au loin, exactement à l'endroit où son mari est mort. Donc, elle, c'est sûr, il faut qu'elle se rende sur place pour voir si c'est pas son mari. Donc, elle va laisser son poste. Puis, pendant qu'elle est pas à son poste, il y a 2 trains qui vont entrer en collision avec vraiment plusieurs morts. Donc, comme on est au Far West, on va faire justice soi-même. Donc, les villageois vont s'attaquer à la veuve Anne et vont la tuer. Donc, la légende raconte que la nuit de la mort du contrôleur, on peut avoir vraiment un spectacle. Parce que là, on peut voir le contrôleur, la veuve Anne qui pleure, qui cherche son mari, puis les 2 trains fantômes qui entrent en collision. Le seul problème, c'est que j'ai jamais trouvé c'était où et à quelle époque. Après la pause, quand le passé revient. Tu sais, on dit souvent que les gens qui meurent violemment, c'est comme s'ils restent pris entre 2 mondes, ils refusent de partir, tu sais. Ben ça, c'est arrivé à des membres d'équipage de... C'était le vol 401 de... Je me souviens plus quelle compagnie aérienne, mais c'est un vol qui a crashé dans un marécage en Floride en décembre 72. Ça a fait 101 morts. Après l'accident, là, il y a eu au moins 20 cas d'employés de cette compagnie aérienne-là qui ont déclaré avoir vu des entités et des fantômes dans la cabine de pilotage, tu sais. La description qu'ils en faisaient, ça correspondait exactement aux membres d'équipage du vol 401, le vol qui avait crashé. La compagnie a ouvert une enquête pour s'apercevoir que les pièces qui n'avaient pas été endommagées lors du crash avaient été récupérées et qui étaient utilisées dans la construction de nouveaux avions. Fait qu'ils ont tout simplement retiré ces avions-là de la circulation. Les apparitions ont complètement arrêté. C'est fou, hein? J'y crois pas tellement au fait que ce soit les membres de l'équipage qui voient d'anciens collègues, décédés, tout ça. Ils savent à quoi ils ressemblent, sont capables de le décrire. C'est pas comme si c'était les passagers. Mon Dieu! Qui racontaient, on a vu, mettons, un pilote, défiguré, puis il le décrirait. Puis là, tu verrais les membres d'équipage vivants. Ah, mais c'est notre collègue Bruno. Tu sais, mais là, ils savent déjà, ils peuvent bien inventer ce qu'ils veulent. La compagnie va décider de carrément faire une enquête et produire un rapport pour savoir s'il y a réellement des fantômes. Finalement, lorsqu'on lit le rapport, pas grand-chose d'intéressant. Il faut comprendre qu'une fois qu'on est vraiment sous enquête, peut-être qu'on a une petite gêne. Donc, on parle surtout d'odeur de cigarette, d'aftershave ou de lumière qui apparaissent sur la carlingue de l'avion. Mais n'importe quel gnochon qui travaille à bord d'un avion sait que les lumières sur la carlingue, c'est des feux de synthème, donc de l'électricité statique. Et comme à l'époque, on pouvait fumer dans les avions, mais c'est normal qu'en brassant un peu un vieux fauteuil, qu'on puisse sentir une odeur de cigarette ou même une odeur de aftershave. Donc, il n'y avait rien ici qui avait aucun lien avec les fantômes. Les rumeurs de fantômes, que ce soit dans les avions, les trains ou les hôtels, ça fait fuir les clients plus que ça les attire. C'est ce qu'a découvert le propriétaire d'une auberge dans notre prochaine légende. Il y a quelques années, un homme a hérité d'une vieille maison datant de la fin du 19e siècle. Il était très bricoleur, alors il a entrepris de la rénover pour la transformer en bed and breakfast. C'était son projet de retraite. En se servant des photos d'archives de l'époque de la construction, le proprio a donc reconstitué la demeure comme elle était dans le temps. Il était assez fier du résultat final. Les travaux terminés, il allait enfin pouvoir ouvrir les portes de son gîte. C'est alors que des manifestations étranges ont commencé. Un matin, en entrant dans une chambre pour la nettoyer, il a remarqué sur le lit l'empreinte d'un corps invisible sur le matelas. Comme si quelqu'un était couché juste là devant lui. En s'approchant, il a vu des traces de sang au sol. Il les avait pas remarquées avant. Et comme il n'y avait jamais eu de client dans cette chambre-là, il a commencé à trouver ça étrange. Et la nuit, il se réveillait en grelottant.
Mais il n'avait aucun souvenir d'avoir retiré toutes ses couvertures, qu'il retrouvait pourtant loin du lit. Mais c'est quand il a vu une lumière étrange provenant du salon qu'il a réellement eu la frousse. Surtout qu'une silhouette épeurante semblait en sortir. Il a donc convoqué une médium pour éclaircir le mystère. Elle a installé un magnétophone dans la pièce, sachant que les entités se manifestaient à travers certaines fréquences. Elle a posé une question toute simple, à voix haute. Est-ce que quelqu'un dans la pièce? Ils ont patienté quelques secondes avant d'entendre un bruit. Un genre de grincement. Ensuite, ils ont clairement entendu quelqu'un murmurer « Vous êtes chez moi ». Plus de doute, l'auberge était bel et bien hantée. Mais par qui? La médium le découvrira après la pause. Avant la pause, une maison construite au 19e siècle a complètement été restaurée pour lui redonner son allure d'antan. Le proprio en avait fait un bed and breakfast. Juste comme les travaux se terminaient, des phénomènes étranges ont commencé à se manifester. Le proprio a fait venir une médium pour éclaircir le mystère. À l'aide d'un enregistreur vocal, ils ont pu capter la voix de quelqu'un qui murmurait « Vous êtes chez moi ». La médium a appris qu'en 1892, les propriétaires de la maison avaient été assassinés par leur propre fille. La meurtrière avait été ensuite reconnue coupable et pendue, comme c'était la coutume à l'époque. La maison avait alors été vendue et complètement restaurée par les acheteurs, sans doute pour en changer l'atmosphère à la suite d'un meurtre aussi violent. Mais les manifestations de hantise n'ont commencé qu'avec le propriétaire actuel. Pourquoi pas avant? La spécialiste a finalement résolu l'énigme. Tant que la maison avait une décoration différente, le fantôme de la meurtrière ne se sentait pas menacé. Mais depuis que la maison avait été remise dans le même état qu'au moment des crimes, le fantôme de la meurtrière se remémorait ses vieux souvenirs et voulait de nouveau se venger. Après tout, c'est pour hériter de la maison de ses parents qu'elle les avait tués. On dit que le proprio a refusé de défaire ses rénovations, ce qui aurait assuré le calme du fantôme. Il a plutôt essayé d'attirer une clientèle particulière en annonçant des séjours dans une auberge hantée. Il a déclaré faillite peu de temps après. La légende urbaine Bienvenue à l'auberge ici s'inspire d'un fait réel, un double meurtre de Lizzie Borden qui s'est passé à Fall River, près de Boston, en 1892. Donc, la jeune fille va tuer carrément son père et sa mère à la hache dans le but d'hériter de la maison. D'ailleurs, la maison, lorsque Lizzie Borden va mourir, va être transformée en musée macabre. Donc, un musée où on va faire la reconstitution des meurtres. On va retrouver, par exemple, le père dans le divan où il a été tué, la mère dans la chambre, donc quelque chose de vraiment morbide. Ça va être très populaire au point que c'est encore et que ça existe encore aujourd'hui. En 80, par contre, on va transformer le musée en bed and breakfast. Donc, il y a moyen maintenant de coucher sur place pour, soi-disant, voir le fantôme de Lizzie ou de ses deux parents. Lorsqu'on rénove un lieu, qu'on le fait ressembler à la maison d'autrefois ou l'auberge d'autrefois, ça fait une association. L'entité se sent mieux, se sent chez soi et veut protéger son chez-soi, veut plus que ça bouge, veut plus que ça change, qu'on change plus d'autres portes, qu'on change plus d'autres fenêtres. Et ça peut aller dans l'agressivité même parfois. Il va se passer des choses, les objets vont bouger, l'électricité va avoir des ratés. Et ça peut aller en s'accroissant. Il faut comprendre que quand on est pris sur le plan terrestre, on reste avec les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Donc, si la personne, dans cette histoire-là, ce qui nous intéresse, elle avait beaucoup de
de rage ou de haine, elle conserve les mêmes émotions sur le plan terrestre. Donc, va avoir tendance, si on veut, à se manifester avec les mêmes émotions. Donc, oui, on peut dire qu'il y a des esprits vengeurs ou des esprits qui peuvent avoir des mauvaises intentions. Pour moi, le fait que ce soit une petite fille qui a tué ses parents, ça a quelque chose de vraiment particulier parce que, habituellement, dans l'imaginaire, des trucs d'épouvante ou de légende, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent un petit gars. On dirait qu'un petit gars, c'est plus porté à faire quelque chose de sur un coup de tête. Tu sais, bon, il aurait assassiné ses parents, c'est triste et tout, mais bon. Mais une petite fille, souvent, dans l'imaginaire, je dis bien, ça représente la pureté. T'sais, on l'imagine en petite robe blanche, là. Puis là, mon Dieu, une petite fille qui tue ses parents. Mais on sait bien que ça peut arriver là, dans les journaux, dans les faits divers. Mais pour une histoire comme ça, dans les légendes, habituellement, c'est comme Damien, là, 666. C'est l'enfant du diable, c'est l'antéchrist finalement qui est né. Et c'est un petit gars qui va devenir justement à la maturité, à l'âge adulte, le démon en personne et qui va apporter l'apocalypse avec lui. Par rapport à l'auberge, si j'arrivais avec mon équipe sur place, j'essaierais de reproduire les phénomènes. On parle de brume, j'essaierais de faire aller une machine à fumer pour voir où la brume se dirige. Est-ce qu'elle suit le même chemin avec la ventilation similaire aux conditions de cette nuit-là? J'essaierai aussi de reproduire la forme dans le lit. Est-ce que c'est possible que le matelas est vraiment déformé puis que si on applique un drap après un certain temps, épouse la forme de tous les corps qui ont passé sur ce matelas-là? J'essaierai de reproduire tout ça pour essayer d'expliquer physiquement qu'est-ce qui pourrait se produire avant de tomber dans le paranormal. Donc, dans ce cas-là, le brouillard, ça aurait pu être une chambre froide ou un endroit plus frais qui, avec les bonnes conditions d'humidité, provoque un nuage de vapeur qui se déplace dans la maison. Si on entend des cris, ils peuvent être à l'extérieur de la maison. Ça se conduit bien dans les anciennes ventilations, même les nouvelles ventilations. Ça conduit, ça a l'air de venir d'une pièce, mais en fait, c'est à l'extérieur. Des enfants jouent dans la cour à l'extérieur et on les entend à l'intérieur. J'ai eu à faire une intervention dans une... Bon, des gens m'appellent, sont témoins de phénomènes paranormaux qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et en me rendant dans le sous-sol, j'ai constaté qu'il y avait des taches de sang à terre. Bon, c'est clair que la personne ne les voyait pas, mais j'ai pu constater qu'il y avait une empreinte de sang, je pouvais clairement le voir. Et la personne me confirmait à ce moment-là qu'il y avait eu un meurtre dans la maison, qu'il y avait eu une attaque à la hache. Donc, c'était clair que en voyant le sang, avec la fréquence que ça avait laissé, bien, on pouvait, à ce moment-là, pour moi, c'était clair que c'était la personne qui s'était fait tuer qui était encore présente dans la maison. Il y a beaucoup d'auberges hantées. On pourrait même dire, d'une certaine façon, que c'est un attrait touristique. D'ailleurs, je me rappelle d'un cas qui est arrivé en 80 d'une vieille auberge hantée. Donc, c'était une auberge qui datait du Moyen Âge puis qui se passait de père en fils. Puis, en 80, c'est une compagnie qui a acheté l'auberge en question, puis annonçait dans les journaux que lorsqu'ils avaient fait des rénovations, ils avaient trouvé dans les murs des cordes puis des systèmes de poulies qui dataient de 200 ans, qui servaient justement à faire croire aux fantômes. Même si on regarde aujourd'hui, par exemple, le site du Château Frontenac, on va quand même faire un clin d'œil en disant qu'au 3e étage, il y a une dame blanche qui existe et qu'il y a encore aussi le fantôme de Frontenac qui hante la place. C'est assez populaire. J'ai trouvé un site où des touristes japonais qui parlent du Château Frontenac puis qui se racontent une à l'autre. Ah oui, moi, je l'ai vu, le fantôme, il était dans la cage d'ascenseur, tout ça. Donc, on voit qu'il y a quand même un tourisme pour le paranormal. Quand on voyage, la menace peut être dans le moyen de transport qu'on utilise, à l'endroit où on a décidé de passer la nuit, ou au détour du chemin, sur une route sordide dans un coin perdu, ou simplement dans notre imaginaire, à cause d'une bonne légende urbaine qu'on a entendue.